Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour regarder un petit peu plus en détail ce à quoi ressemble mon budget. Un budget, ma foi, assez extrémiste, mais un budget qui va vraiment dans cette logique de minimaliste pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de ce que ça peut donner en termes autant de dépenses que de revenus et donc de taux d'épargne, hein, qui est bien évidemment le chiffre qui va nous intéresser puisque c'est bien évidemment le taux d'épargne, c'est-à-dire le ratio entre vos dépenses et vos revenus qui vont pouvoir déterminer la capacité avec laquelle vous allez atteindre l'indépendance financière plus ou moins rapidement et plus ou moins aisément. Alors ici on a la catégorie la plus importante, hein, c'est-à-dire les dépenses mensuelles que j'ai pu lister. Concrètement, on est sur des dépenses mensuelles qui ont été réduites au maximum, mais comme toujours, il reste des possibilités d'amélioration. Euh, la catégorie numéro un en termes de dépenses, comme l'ensemble des loyers, mais c'est encore plus vrai pour moi, c'est le loyer. Le loyer qui comprend du coup 260 euros à peu près, sachant que effectivement, ici, ce que je fais, c'est que depuis que je liste mes dépenses et que je fais mon budget, en fait, ce budget, il change, hein, régulièrement. Et en fait, juste à côté de la catégorie des dépenses, eh bien, je liste des solutions qui peuvent me permettre de réduire justement le coût de ces dépenses. Donc typiquement pour le loyer, pendant longtemps j'étais à 360 euros et une des solutions que j'avais listées et qui aujourd'hui est une solution que j'utilise, c'est typiquement la colocation qui m'a permis d'avoir un loyer qui est bien moindre, donc à 260 euros, 100 euros de moins, mais surtout qui prend en compte des charges, ce qui n'était pas le cas avant. Donc en réalité, le gain est même encore plus grand que 100 euros. J'ai noté aussi d'autres solutions, hein, typiquement comme trouver des manières d'habiter un petit peu plus gratuitement. Alors c'est plus difficile à mettre en place, en tout cas ça demande plus d'efforts, mais ça reste des solutions à explorer dans le futur, pourquoi pas. Donc on est sur ce loyer qui représente effectivement l'écrasante majorité de nos dépenses. Ensuite on a un abonnement téléphone, abonnement qui, donc de 5 euros, c'est un abonnement RAID SFR à 5 gigas de mémoire. Donc honnêtement un bon abonnement, rien à dire. Néanmoins je sais qu'il y a des abonnements à 2 euros, mais c'est des abonnements avec un peu moins de data. Donc toujours un peu peur de manquer potentiellement de data si vraiment j'ai besoin d'utiliser Internet, surtout que chez moi Internet n'est pas forcément le plus efficace en termes de débit. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir faire le partage de connexion si vraiment besoin. Donc pour l'instant, je reste dessus. Techniquement, je pourrais passer à 2 euros et même idéalement, je pourrais me passer de mon téléphone si vraiment il y avait besoin. Néanmoins, on parle quand même d'une part de mon budget qui est vraiment minime. Donc a priori, pour l'instant, c'est pas quelque chose sur lequel je vais me focaliser. Ici, on a l'abonnement fibre. Donc j'ai gardé les colonnes, en fait, des colonnes à zéro qui étaient des colonnes qui n'étaient pas à zéro initialement. Pour me rappeler que je ne les paye pas, c'est quand même intéressant. Donc l'abonnement fibre, je ne l'ai pas. Pourquoi? Parce qu'il est inclus dans le loyer et dans les charges. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Abonnement assurance, pareil, inclus dans le loyer. Avant que je payais, mais ce n'est plus le cas. Alors moi, j'habite à Rouen et du coup, j'ai un abonnement de métro, bus, etc. L'avantage, c'est que c'est un abonnement qui, de base, coûte assez cher, mais j'ai un tarif préférentiel de 1 parce que j'ai moins de 26 ans, et de 2, je peux m'en faire rembourser la moitié par mon employeur. Donc l'intérêt, c'est que du coup, quand on mensualise, on arrive à 11 euros. Encore une fois, c'est assez peu. Néanmoins, il y a toujours des solutions pour potentiellement réduire ça. Notamment, là, je pense que l'année prochaine, je vais renouveler sur 11 euros, ça me paraît honnête. Par contre, ça va plus que doubler une fois que j'aurai plus de 26 ans. Et là, peut-être que ça vaudrait le coup, parce que je prends finalement très peu les transports en fait, de prendre des tickets à l'unité. Il faut que je fasse des calculs, mais je suis à peu près sûr que ce sera plus rentable une fois que je serai sur le tarif plein pot. Donc à surveiller. Les impôts qui sont de zéro pour l'instant et qui sont de zéro en fait toute cette année, puisque j'étais en alternance l'année dernière et en fait si vous ne le savez pas et si vous êtes en alternance, eh bien en fait les revenus que vous avez de votre alternance sont des revenus qui sont exonérés d'impôts à hauteur de quelque chose comme 18 000 euros.
C'est peu probable que vous fassiez beaucoup plus d'argent en étant alternant, mais bon, on sait jamais. Et donc en fait, ça me permet d'être largement en dessous du plafond imposable, ce qui sera bien évidemment pas le cas l'année prochaine sur les revenus de l'année en cours. Donc à ce moment-là, selon, j'ai pas encore fait les calculs exacts, c'est assez difficile parce qu'on a pas mal potentiellement de primes qui changent un petit peu notre revenu imposable, mais ça devrait osciller entre 150 et 250 euros par mois, je pense. Donc à voir. Ensuite, on a le transport qui n'est pas le transport au niveau de la ville, mais qui est le transport pour rentrer chez moi, puisque mes parents n'habitent pas dans la même région. Donc, initialement, je prenais le train qui coûte quelque chose comme 18 euros, plus 5 euros de Transilien, donc ça faisait facilement 30 euros l'aller, donc, enfin plutôt 25 en réalité, mais du coup avec le retour 50. Et donc j'ai testé Blablacar, franchement, bon, un petit peu après la bataille, hein, mais très bonne application, très sympa, on rencontre des gens, et puis c'est assez efficient quand même. On a des horaires assez efficaces, il y a pas mal de gens qui font le trajet, pour le coup, qui m'intéressent. Donc c'est vraiment intéressant parce que du coup je peux faire le trajet pour un peu moins de 10 euros. Donc moi j'ai compté des dépenses de 40 euros par mois, ça veut dire deux allers-retours par mois. Encore une fois, c'est une moyenne. Parfois, je vais peut-être faire plus d'allers-retours, parfois moins. En tous les cas, ça me coûte un petit peu moins que 40. Encore une fois, hein, ça c'est un principe de base, mais bien évidemment, quand vous faites votre budget, quand vous avez des dépenses qui sont assez incertaines, essayez toujours de les augmenter de manière à ce que vous ne soyez pas surpris, ou en tout cas que vous soyez surpris dans le bon sens et pas dans le mauvais. Ensuite, on a les provisions équipements. Ça, c'est une ligne qui est extrêmement importante dans un budget. J'ai l'impression qu'elle est absente de beaucoup trop de budget. Il y a énormément de gens qui font leur budget avec uniquement les dépenses contraintes, c'est-à-dire les dépenses un petit peu automatiques qui vont, voilà, il va y avoir un prélèvement automatique sur leur compte tous les mois, donc voilà, c'est une dépense. Mais ces gens-là, ils vont acheter tous les ans un nouvel iPhone, et en fait, ils vont considérer que c'est un achat exceptionnel. Sauf que non, c'est pas un achat exceptionnel. Si chaque année tu achètes une nouvelle télé, un nouveau téléphone, un nouveau je sais pas quoi, tu peux largement mensualiser ça et il faut le faire. Parce que sinon, le budget il a aucun sens. Donc initialement, moi ici j'avais des provisions d'équipement, notamment pour remplacer potentiellement mon ordinateur ou mon téléphone au cas où il clamerait. Et je l'ai réduit en fait à zéro puisque j'ai obtenu pas mal de cartes cadeaux. Donc à l'instant T, si mes appareils électroniques clams, j'ai sans doute moyen de les remplacer sans débourser d'argent. Donc c'est pour ça que j'ai réduit les provisions à zéro. Mais si, voilà, si je prévois de racheter autre chose, je augmenterai les provisions. Alimentation ici, alors ça c'est une des lignes les plus importantes encore une fois, c'est censé être la seconde pour la plupart des loyers, juste derrière pour la plupart des foyers juste derrière le loyer. Alors pour ma part, je dépense très peu en alimentation et surtout j'ai des tickets restaurants. Et donc en fait mes tickets restaurants couvrent de manière totale, largement même, mes besoins en alimentation. En réalité mon budget alimentation il est inférieur à 80 euros par mois, donc 20 euros par semaine. Et donc, bah, c'est l'équivalent de un petit peu moins de 2 tickets restaurants par semaine. Je ferai potentiellement une autre vidéo pour vous montrer un petit peu le détail de mon budget alimentation. Donc finalement, bah, il coûte zéro puisque bah, c'est pas de l'argent que je débourse de mon compte. Mais bien évidemment, c'est typiquement une ligne à garder en tête. C'est-à-dire que si j'arrête de travailler et que j'ai pas de TR, bah, il faut que je paye mon alimentation. Donc c'est pour ça que j'ai quand même intérêt à savoir combien ça coûte. Tout ce qui est lessive, avant j'avais pas de machine à laver en fait dans mon ancien appart. Du coup, il fallait que j'aille le lavomatique, ça coûtait pas très cher, mais ça coûtait quand même. Et donc là, on est à zéro puisque j'ai une machine à laver dans mon nouvel appartement. Et donc tout ça nous donne des dépenses totales de 316 euros. Donc écrasante majorité du loyer. Et en fait, après, c'est quasiment que du transport à part l'abonnement téléphone. Donc le transport dans la ville qui est pas très important, mais qui est potentiellement améliorable. Le transport jusqu'à la maison qui est un petit peu plus compliqué. Voilà, la seule chose, c'est ce que j'avais noté au-dessus, c'est que ça serait d'habiter plus proche, tout simplement, parce que sinon, 10 euros pour faire l'aller que je fais, c'est finalement pas très cher.
Donc là, on est au niveau des dépenses, et juste ici, on a les revenus. Donc les revenus, bon voilà, c'est beaucoup moins contrôlable, hein, bien évidemment, ça dépend beaucoup plus de votre situation, bien que les dépenses dépendent aussi de votre situation. Concrètement, on a un salaire, encore une fois, il y a beaucoup d'imprévus, beaucoup d'instabilité, donc je prends toujours le chiffre le plus bas possible. Je sais qu'à peu près, je suis sûr de gagner au moins 1 600 € par mois. Au niveau de la prime d'activité, pendant longtemps j'avais plus parce que je gagnais moins. Là, je crois que je suis encore à 20 €, donc c'est toujours ça de prix. YouTube qui peut-être un jour deviendra une source de revenus, qui sait. Donc on le note, hein, ça nous permet de nous rappeler que potentiellement il y a quelque chose à faire ici. Le Bon Coin, je fais pas mal de services sur le Bon Coin. Là encore une fois, c'est très instable, mais je sais que j'ai gagné beaucoup plus que 600 € sur le début d'année. Donc si on annualise au mois, bon, je sais que je gagne à peu près 50 € par mois sur le Bon Coin. Et les APL qui, elles, étaient beaucoup plus importantes avant et qui ont été réduites à zéro, ce qui est tout à fait légitime, hein. Mais j'aime bien le garder pour avoir une évolution. J'aime pas trop supprimer mes lignes qui sont à zéro, je trouve que c'est intéressant d'avoir de l'historique. Et donc concrètement, on est sur une moyenne, encore une fois une moyenne basse, avec en tout cas basse au niveau des revenus et haute au niveau des dépenses, de 1 670 € en termes de revenus, 316 en termes de dépenses, donc ça nous permet d'avoir une capacité d'épargne de 1 353 € et donc un taux d'épargne qui dépasse les 80%. Alors évidemment, c'est l'idéal. Un taux d'épargne qui dépasse les 80%, c'est atteignable que dans deux cas. Soit dans mon cas, c'est-à-dire qu'on a un style de vie qui est extrêmement minimaliste. C'est-à-dire que vous avez vu, hein, dans mes dépenses, bah, j'ai pas mis achat de vêtements, j'ai pas mis Netflix, j'ai pas mis Deezer, j'ai pas mis restaurant, j'ai pas mis cinéma, j'ai pas mis voyage, j'ai pas mis vacances, et ce ne sont pas des oublis. Ce sont tout simplement des choses que je n'apprécie pas faire et que je considère que le prix à payer pour ces choses-là n'en vaut pas la peine. Donc, ça me permet d'avoir un taux d'épargne qui est extrêmement important malgré les revenus qui sont tout à fait modestes. L'autre manière d'avoir un taux d'épargne important, bien évidemment, si vous voulez rajouter les lignes resto, sorties, vacances, blablabla, eh bien ce sera d'augmenter vos revenus, que ce soit effectivement de par votre salaire ou par des activités annexes, hein, si jamais vous avez moyen de monétiser certaines de vos compétences ailleurs que dans votre travail. Donc voilà pour un petit débrief de mon budget actuel. Je ferai potentiellement une update s'il y a des gros changements, si je change de loyer, si je trouve une manière d'augmenter mes revenus ou une manière vraiment d'augmenter mes dépenses, ou si bah, typiquement je ferai peut-être une update pour quand j'aurai mes impôts qui seront vraiment mis à jour, voir un petit peu ce que ça donne. Je pense qu'on tombera en dessous des 80%, mais tout ce qui est pris est pris, et surtout tout ce qui est pris tôt vaut beaucoup plus que ce qui est pris tard, hein. C'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que lorsqu'on réfléchit sur un horizon long terme, lorsqu'on réfléchit selon la logique des intérêts composés, en fait, tous les euros épargnés tôt dans votre vie sont les euros qui vont le plus travailler. Les euros épargnés et investis à 20 ans vont être beaucoup plus rentables que les euros épargnés et investis à 40 ans. Donc ça, c'est aussi un point qui est extrêmement important et qui peut vous motiver à aller chercher effectivement dans les dernières dépenses et dans les revenus supplémentaires, même si ça ne paraît pas des chiffres importants, eh bien, ça peut vraiment faire la différence sur le long terme. Donc voilà pour cette vidéo, et puis bah, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo, et puis n'hésitez pas à liker, partager si ça vous a plu. Salut!